C'est Jean-Faustin Kabeya. Je suis avocat. Au professeur Dieudonné Kalouba, en tant qu'expert en droit constitutionnel, je suis curieux de savoir le coup d'œil que vous avez sur le projet qu'a évoqué le professeur Kabena, le projet de constitution de la CNS. Vous, en tant qu'expert constitutionnaliste, quel est le regard que vous y avez jeté? Parce que les discussions vont naître là d'ici, on entend la convocation du président de la République. La deuxième question, monsieur le professeur, est-il légitime qu'une génération puisse limiter le droit de réfléchir d'une autre génération qui viendrait après elle? Parce qu'on entend trop parler des articles verrouillés. Ça signifie qu'une génération dit à une autre qui viendrait après elle, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Est-ce légitime? J'ai dit, monsieur le modérateur. Et au professeur Dieudonné Kalouba, je reviens là-dessus. J'ai beaucoup aimé votre conclusion. Vous avez dit, changer de constitution, vous êtes pour. Vous avez dit oui. Et vous avez ajouté un important constat en disant, la constitution doit être le fruit d'une croyance commune. Est-ce que nous sommes à mesure de réaliser ça à ce jour? Et une dernière question, ça spécialement au professeur Dieudonné, parce que vous nous avez encouragé de prôner la liberté d'expression. Vous l'avez dit au début. Alors j'aimerais que vous puissiez me répondre sans ambiguïté, sans crainte politique. D'après vous, la durée de notre mandat présidentiel est-elle longue, courte ou normale? Merci. Moi, je m'appelle Maître Michel Chocolat. Je suis avocat au barreau du Kassai oriental et assistant à la faculté de droit université officielle de Mbujimaï. J'ai 4 questions, une pour chacun des conférenciers. Je commence avec le professeur Dieudonné Kalouba qui a introduit, j'ai fait allusion à la première conférence, vous parlez de la préexistence des États avant la colonisation. Alors, lorsque nous parlons des éléments constitutifs de l'État, au-delà d'un territoire bien délimité, une population bien identifiée, un gouvernement, un pouvoir effectif, actuellement, nous avons le 4e élément qui est la reconnaissance au niveau international. Est-ce avant la nouvelle configuration de l'État congolais, y avait-il la reconnaissance internationale de ces entités que vous qualifiez des États? S'il n'y en avait pas, pouvons-nous alors continuer à affirmer cela? Merci beaucoup, monsieur le modérateur et cher professeur de la parole. J'ai 3 petites questions, dont les 2 premières sont adressées au professeur Dieudonné Kalouba et la 3e au professeur Peter. Pour ce qui est du professeur Dieudonné Kalouba, cher professeur, dans le contexte qui est le nôtre, qu'est-ce qui est mieux pour nous? C'est changer la constitution ou changer de constitution? Parce que le débat qui nourrit l'actualité actuellement semble cacher des choses, mais qu'on ne nous dit pas. Parce que nous savons tous que la Constitution a déjà été révisée pour la première fois en 2011. Et pour l'essentiel de cette modification, de ce changement, nous pouvons résumer que tout n'a été fait que pour, en quelque sorte, renforcer l'autorité du président de la République. Et qu'aujourd'hui, on revient avec le même débat. Faut-il se limiter à croire que ce qui est mieux pour nous, c'est changer la Constitution ou carrément changer de Constitution? La deuxième question est celle de savoir comment pouvons-nous arriver à contrôler le pouvoir de révision constitutionnelle. Parce que dans tout ce qui est fait, dans toutes les initiatives de révision constitutionnelle qui sont prises, au fond,
c'est le président de la République qui contrôle tout, parce qu'en quelque sorte, il en est le bénéficiaire. Lorsque nous lisons l'article 218 de la Constitution, on peut voir que d'où que l'initiative de la révision constitutionnelle vienne de n'importe quel constituant dérivé, au bout du compte, c'est le président qui contrôle tout. Et en quelque sorte, tout est fait pour que l'initiative qui est prise puisse lui profiter. Et cela s'explique par la configuration actuelle de la notion de la majorité. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président contrôle. Parce qu'il bénéficie de la majorité, c'est lui qui nomme le président. Au niveau du Sénat, la même chose. Donc on peut se dire que même si ce président passait et qu'un nouveau venait, il est toujours possible de s'attendre à une nouvelle révision constitutionnelle et peut-être à une énième. Parce que s'il en est l'initiateur, occulte ou apparent, il y a toujours moyen qu'il puisse manipuler les deux chambres. Étant donné que la souveraineté populaire a été en quelque sorte détournée au profit de ces deux chambres qui, en quelque sorte, ne sont que de caisses de résonance. Parce que vous allez vous rendre compte que la seule possibilité qui était reconnue à la population de pouvoir, ne serait-ce que mettre un avis sur une initiative de révision constitutionnelle, a été détournée au profit des deux chambres. Parce que quand vous lisez l'avant-dernier, donc disons le dernier alinéa de l'article 218, on vous dit que toutefois le projet de proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent. Et dans la pratique, c'est la procédure qui est utilisée. On ne recourt plus au référendum populaire. Il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne, qui posent ici, notamment, il y a Gaylor Mokendi, tu vois là, qui pose une question au professeur Dieudonné Kalouba. Il dit ceci, professeur, la question du changement au nom de la Constitution n'est-elle pas plus politique que scientifique? D'autant plus que l'association de droit constitutionnel, j'ai lu sa question, l'association de droit constitutionnel dont vous êtes membre a montré sa disponibilité à apporter sa contribution au débat. Il cite le prof Mbata, mais elle dit à tort ou à raison pro-régime. Et l'un d'entre vous, l'un des constitutionnalistes congolais, qui lui aide ensemble, s'y oppose. N'est-il pas professeur? N'est-il pas rationnel? La question n'est-elle pas plus politique que scientifique? C'est sa question. Et donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi-même, je vais poser une question à chacun des intervenants. Je vais tout naturellement commencer avec le professeur Dieudonné Kalouba. Professeur, si il était demandé que vous preniez parti au regard de tout ce que nous avons vécu, quelles sont les institutions politiques du pays qu'on peut valablement supprimer dans la nouvelle constitution à venir, s'il y en aura? J'ai vraiment un exercice très compliqué parce qu'il y a beaucoup de questions. J'espère que je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. À M. le bâtonnier Faustin Kabeya, qui me pose une première question de savoir. M. le bâtonnier Kabeya, Faustin, me demande quel regard j'ai vis-à-vis de la Constitution issue des travaux de la CNS, la Conférence nationale souveraine. Si vous avez suivi mon exposé, moi je suis d'une école qui considère que le droit constitutionnel a deux étages de compréhension. La plupart des questions que l'on me pose relèvent de la technique du droit constitutionnel. Et donc, comme scientifique, c'est un niveau élémentaire de compréhension. Le niveau qui nous préoccupe ici, c'est au niveau de la conception du vouloir vivre ensemble. Donc, je vous amène dans la métaphysique du droit constitutionnel. Parce que ce qui vous semble évident dans une constitution, par exemple, britannique ou américaine,
est le produit d'une histoire propre à ce pays-là et de l'évolution de cette histoire. Et donc, si je dois vous dire, bon, on a mis le régime parlementaire, prenons-le, sans vous expliquer pourquoi le régime parlementaire est né en Grande-Bretagne, nous allons faire encore du copier-coller. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce copier-coller. Par exemple, s'agissant du régime parlementaire qui est dans la constitution de la CNS, en l'absence d'un mode de production qui permet aux parlementaires d'être des sortes de barons féodaux, vous n'avez pas un parlementarisme normal. Parce qu'en réalité, le parlementarisme britannique est né du fait que le roi avait des terres et que les barons féodaux avaient aussi également des terres. Et lorsqu'il faut élever les impôts, il faut que les rois obtiennent l'autorisation des députés qui eux-mêmes sont des propriétaires fonciers. Mais quand vous avez des parlementaires qui eux-mêmes ne trouvent à manger que quand ils sont au Parlement, donc le modèle que vous implantez ne peut pas marcher. Donc malgré malgré la présence des députés dans l'hémicycle, vous avez plutôt à des commis qui sont là-bas pour chercher plus l'argent qu'autre chose. Et donc, ça ne marche pas. Je suis donc de la thèse qui soutient que l'Afrique noire en général doit inventer ses propres institutions. Donc, je suis déjà dans une logique différente de la simple technique. Que ce soit aux États-Unis, quand on crée le fédéralisme, eh bien, mais il y a les 13 colonies britanniques au nord, et au sud, il y a des États. Alors on dit, bon, on fait ensemble, mais on fait ensemble comment? On dit, ok, nous allons nous entendre sur une monnaie commune, nous allons mettre ensemble des moyens pour faire une défense commune, mais pour tout le reste, chaque État reste souverain. Mais c'est dû au contexte historique de ce pays-là. Mais nous sommes un pays qui est créé sans nous. C'est un pays créé sans le peuple. Il y a même un article d'un collègue qui dit « l'introuvable peuple congolais ». Dans la réalité, quand vous vous promenez, vous ne voyez pas ce peuple congolais. Il est où? Sauf dans la Constitution, on dit « nous, peuple congolais ». Mais où est-il? Lorsque les gens parlent, ils s'identifient plus dans d'autres coquilles que le peuple congolais. Ils disent « nous, les Bayanzi, nous, les Baluba, nous, les Katangé ». Alors, où est le peuple congolais? Il est où? Il est introuvable. Alors, est-ce que nous restons dans la dimension technique qui reconnaît ce peuple congolais, oubliant la réalité anthropologique, sociologique qui montre que ce peuple n'est pas là? Il y a plutôt plusieurs peuples. Donc, le débat se situe à un autre niveau. Bon, alors, est-il légitime qu'une génération puisse lier les autres générations? Là, vous posez plutôt une question de technique. Et je vais vous répondre techniquement. Dans la technique de droit constitutionnel, il y a une théorie qui a été soutenue par Georges Vedel, qu'on appelle la théorie de la double révision. Il est donc possible que le pouvoir de révision, qui est prévu dans le texte constitutionnel, ce qu'on appelle généralement, qu'on appelait à l'époque, parce que la doctrine a évolué, qu'on appelait avant le pouvoir constituant dérivé. On appelle ça carrément aujourd'hui pouvoir de révision. Pourquoi le nom d'abord a changé avant que je ne vous réponde? Si vous prenez notre article 5 et vous prenez l'article 218 que M. Chilumba a soulevé, vous verrez qu'il y a le mot peuple dans ces deux dispositions. Le peuple de l'article 5 détient la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir, la dernière décision. Alors que le peuple qui est prévu à l'article 2 est un peuple qui détient le pouvoir d'approbation d'un projet. Donc lui-même est un pouvoir institué. On vient de l'instituer comme un mécanisme de ratification d'une révision. Donc il devient un pouvoir institué. Et donc lié aux règles de forme et de fond pour ce qui concerne la révision de la Constitution. Et une façon de vous répondre déjà en passant, parce qu'en ce moment-là, puisque le pouvoir de révision, lui, est lié au délai, à la matière, à la période où il faut faire la révision, donc tout ce qu'il fait est susceptible d'un contrôle de constitutionnalité, au-delà seulement du contrôle politique du président de la République qui est l'initiateur et tout ça. Mais puisqu'il s'agit d'une loi, fut-elle référendaire, moi j'opine qu'il est possible qu'un citoyen conteste la régularité d'un référendum devant le juge constitutionnel. Mais ça, c'est un moyen purement technique. Mais est-ce que dans le fond, ça changerait quelque chose politiquement? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse précise. Mais techniquement, ça pourrait être possible.
le juge constitutionnel béninois, par exemple, est déjà arrivé dans le sens de contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. C'est-à-dire, les lois obtenues à la suite d'une révision constitutionnelle sont suivies de contrôle. Peut-être que le juge constitutionnel congolais peut également aller dans ce sens. Donc, le contrôle est possible. Alors, est-ce qu'une génération peut bloquer une autre? J'ai dit non, pas du tout. Ne peut pas bloquer une autre. Et d'ailleurs, du point de vue, parce que là, vous me posez vraiment une question de technique. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé, parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc, il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça, c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces, flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas, moi, l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez, donc les débats techniques peuvent toujours avoir lieu. Mais je sais que, bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. Le droit constitutionnel, contrairement au droit pénal, c'est un droit des gens civilisés. Le droit pénal, c'est le droit des bandits, des voyous. Voilà pourquoi dans des pays qui fonctionnent normalement, les règles constitutionnelles font partie du comportement des individus. On n'a même pas besoin de les écrire. Si nous avons le besoin d'écrire, c'est parce que nous avons une classe politique de délinquants. Mais en réalité, dans une classe politique de gens civilisés, on n'écrit pas des règles constitutionnelles. On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le parti qui a gagné les élections, on ne discute pas, c'est le leader de ce parti-là qui est Premier ministre. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Déjà même dans nos villages, on sait que quand le chef tel meurt, c'est tel successeur venant de tel clan qui le devient. Puisqu'ils se sont des gens civilisés, ça ne fait pas l'objet de débat. Mais chez des gens prétendument développés, il y a ce problème. Ce qui pose le problème de ce que je vous ai dit avant, les textes constitutionnels, c'est comme on pourrait dire le hardware. Le hardware, c'est-à-dire une couverture, une machine. Mais ce qui est important dans la Constitution, c'est le software, le logiciel. Le logiciel, là, doit être dans les cerveaux des gens. Et le logiciel doit être compris par le peuple. Si le logiciel n'est pas compris, nous avons 229 articles que personne n'a lus. Tout à l'heure, le collègue nous a même expliqué que le Kasaï central se trouvait après l'Omami et tout ça. Nous tous, nous avons dit oui sans jamais avoir lu. C'est la preuve que ce n'est pas notre texte. C'est-à-dire nous ne l'avons pas là-bas, dans la tête. C'est à peine quand on a un problème qu'on commence à chercher, bon, c'est quel article qui peut régler ce problème. C'est la preuve que le texte est distant de nous, il n'est pas avec nous. Or, le texte doit être intériorisé. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il n'arrivera à personne l'idée de dire « je veux un troisième mandat ».
Une fois, j'étais à l'université il y a 10 ans passés, à une université de Caroline du Nord. Je cause avec un collègue constitutionnaliste. Je lui dis, mais pourquoi vous ne changez pas votre fameux 22e amendement sur le port d'armes et tout ça? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il dit, mes chers collègues, la seule garantie de la Constitution américaine, c'est l'arme. Parce que quand leurs ancêtres ont créé les États-Unis, chacun avait son arme. Et donc, pour que le pacte conclu entre eux, pour créer l'Amérique, puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, vous savez que si vous ne respectez pas le pacte, on peut tirer sur vous à tout moment. Alors, ça crée le respect du texte. Il dit le texte en lui-même ne garantit rien. C'est le fait que les chefs de l'État, les membres du Congrès, sont conscients que le peuple peut prendre les armes et les tuer à tout moment. Qui fait que les institutions font plus de 200 ans dans la stabilité. Donc pour eux, c'était une garantie. Or, quand nous enseignons le droit constitutionnel, nous, les garanties sont d'ordre juridique. Mais c'est quoi le droit si ce n'est pas du simple papier? Les véritables garanties sont culturelles. C'est dans la tête qu'il y a les vraies barrières qui protègent la Constitution. C'est dans la culture qu'on trouve ces barrières. Ce n'est pas dans un texte. Les textes peuvent même dire on ne le révise pas. Mais si nous voulons le réviser, nous allons le réviser. Et le ciel ne va pas tomber. Non. Donc la vraie barrière doit être plutôt dans notre cerveau. On dit non. Ça, c'est comme... donc tout le monde craint ça. Il dit on a déjà dit ça, c'est comme ça. Mais même si ce n'est pas écrit, c'est dit comme ça. Mais maintenant, si nous changeons tout le temps, ça veut dire que le texte ne correspond pas à notre vision, à notre culture. Et donc c'est un débat qui se trouve à ce niveau-là. Je crois avoir donné quelques petits éléments, peut-être qu'on ajoutera. Le prof Niembo, lui, me demande, est-ce que tout ce que vous dites là, les changements, est-ce que c'est urgent? Ben, l'urgence n'est pas une notion scientifique. C'est une notion politique. Voilà. Je vous réponds tout simplement. C'est une notion scientifique. Est-ce que c'est urgent de le faire maintenant ou après-demain ou jamais? Ça, c'est une question qui relève de l'initiative politique. Mais par contre, ce que moi je sais, c'est qu'il est urgent de penser aujourd'hui. Ça dépend de nous. Nous pouvons penser. Et dans mon cas, j'ai commencé à penser il y a 10 ans sur ça. J'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais puisqu'on change de constitution depuis 1960, on les change, pourquoi on les change tout le temps? Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que ce n'est pas adapté à notre mentalité? Est-ce que ce n'est pas adapté? Alors nous allons dire, bon, on avait pris le régime présidentialiste de Mobutu, ça n'a pas marché. En 60, on avait le régime parlementaire moniste, ça n'a pas marché. À la Belge. Maintenant, on a pris un régime semi-présidentiel. Mais dans son fonctionnement réel, c'est un régime présidentialiste. Tout est rapporté au président de la République, même des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Donc, bon, ça veut dire que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Alors, quel est le meilleur régime? C'est à nous de l'inventer. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut sortir de modèles qui ont été conçus pour des peuples précis, pour créer un modèle à nous. Mais maintenant, ça demande une réflexion multidisciplinaire, transdisciplinaire, tout de même, pour trouver quelque chose. Je vous donne quelques exemples. D'habitude, on nous a enseigné, je crois que tout le monde ici enseigne, la théorie de la séparation des pouvoirs. Vous l'enseignez. Et vous dites que l'auteur, c'est Montesquieu. Mais Montesquieu, c'est 1648, c'est au XVIIe siècle, là. Mais le royaume Congo plus loin, nos propres royaumes ici et chez Ferry, ont cette notion de séparation des pouvoirs, mais qui se fait entre clans. Chez les Bakongo, ils appellent ça Makuta Matatu. C'est-à-dire les 3 piliers qui tiennent le Bukongo. Et ces 3 piliers, c'est 3 clans. Sur les 10, les Nzinga, les Mpanzu et les Nsaku. Et chaque clan a une fonction précise. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des ambassadeurs, c'était un Nsaku. Et donc le clan qui produit les diplomates de ce royaume-là, déjà au XIIIe, XIVe siècle, ce sont les Nsaku. Et les Nzinga font la guerre. Et les Mpanzu gèrent la politique. Donc le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir tout ça, sont distribués selon les clans. Cette distribution n'a rien à voir avec la distribution à l'occidental qu'on a vu là-bas. Dans nos propres clans, moi je parle de mon clan ici, il y a à peu près 10 clans chez moi à Bakwamulumba, mais il n'y a que 2 ou 3 qui accèdent au trône. Mais les autres, non.
Mais lorsque je me suis intéressé à la question de plus près, j'ai vu que le roi ne peut pas être investi si un originaire de Bakwandi-Adia ne le prend pas sur ses épaules et lui fasse lire les étoiles. C'est comme ça qu'ils expriment en Tchilouba. En d'autres termes, je comprends que c'est les Bakwandi-Adia qui ont le pouvoir spirituel pour permettre au chef de voir, parce que le chef doit être capable de voir le jour et la nuit. S'il ne voit que pendant le jour, il n'est pas réellement chef. Donc, voilà comment cette séparation de pouvoir qui est dans ce texte a d'autres applications dans le droit précolonial. Vous allez chez les Bakuba, vous trouvez une institution qui n'existe pas chez nous ici. Alors, le roi est divinisé, le Nimi, mais il a un opposant institutionnel. Nous avons essayé de mettre ça dans notre constitution pour avoir un porte-parole de l'opposition. Mais le royaume Kuba là depuis 8 siècles. Il s'appelle Mouyoum. Le Mouyoum, c'est le seul homme, malgré la sacralité du roi, qui est autorisé à dire non au chef et à organiser. Et ils ont organisé le système. Il habite loin du village et il est autorisé de prendre du chanvre et de l'alcool fort. Parce que lui seul, donc ils ont organisé l'opposition. Pas permettre à tout le monde d'insulter les chefs. Non, non. Le chef est sacré. Mais une soupape, le Mouyoum est autorisé de l'insulter quand il est ivre, de dire des choses, tout ça, que le peuple ne peut pas dire directement. Voilà comment. Donc, dans le droit constitutionnel précolonial, avant l'arrivée de l'homme blanc, nous avons des pépites comme ça, des recettes constitutionnelles. Alors, à partir de ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons tout notre passé, nous suivons le modèle belge, ou le modèle français, ou le modèle allemand. Depuis 64 ans, ça ne marche pas. Ou alors, nous inventons notre modèle à partir de nos problèmes, à partir de nos mythes qui sont déjà acceptés par notre peuple. L'un des mythes, c'est que le chef est sacré. Tous les peuples bantous de l'Afrique centrale ici, ils se disent que le chef est sacré. Quand vous prenez cette constitution, il n'y a que 3 pouvoirs qui sont reconnus, 13 pouvoirs qui sont reconnus au président de la République. Mais dans la réalité, les gens trouvent normal qu'ils s'occupent même des choses qui ne sont pas dans la constitution. C'est la preuve que pour eux, les chefs doivent avoir le pouvoir de tout faire. Ils s'occupent même du marché. On dit, bon, marché central, c'est le chef qui a décidé. Mais quand vous lisez la Constitution, les marchés d'une province relèvent de la compétence de la province. Ça ne peut pas relever du pouvoir central dont le président de la République est le chef. Mais pourquoi s'occupe-t-il de ça? Justement, puisque s'il ne s'en occupe pas, le peuple lui demande de s'en occuper. Il dit, mais on bien le côté pour une fois, le n'est pas ici là. Bah, vous voulez quoi? Votre constitution dit autre chose, mais le destinataire de la constitution, le peuple, lui demande autre chose. Donc, il faut qu'on arrête cette hypocrisie à un moment donné. Nous voulons quoi? Faire des constitutions que l'homme blanc reconnaît, il nous félicite même pour les avoir rédigées, ou alors nous faisons des constitutions qui nous répondent. Parce que quand vous faites du droit constitutionnel comparé, prenez les constitutions des pays comme la Corée du Nord, ou Corée du Sud, ou le Japon, ou tout ça. Ça n'a rien à voir avec les constitutions occidentales. Rien à voir. Et pourtant, ces pays se développent et avancent. Mais parce qu'ils ont une foi commune dans le bouddhisme, dans leur religion, laissée par Confucius et tout ça. Donc il y a des valeurs culturelles communes. Mais ils n'ont pas installé un régime parlementaire ou présidentiel comme les Européens. Mais pourtant, ça marche. Donc, il faut qu'on ait une liberté de penser, même d'innover. On peut innover aussi. Alors, quel vaut le changement de la Constitution sans changement de la mentalité? Je suis convaincu que si vous attendez qu'il y ait changement de mentalité, vous ne dirigerez aucun peuple. Le peuple est toujours dirigé par un chef. Et dans l'allégorie de Moïse, ou même de Platon d'ailleurs, le chef est censé se trouver au sommet de la montagne. Si le chef est avec vous dans la vallée, il ne vous dirige nulle part. Le chef est censé laisser le peuple dans la vallée, se mettre au sommet de la montagne pour voir l'horizon. Voilà pourquoi le chef doit être éclairé. Si le chef est avec vous en train de régler des problèmes de quotidien, donc c'est qu'il n'a pas une longue perspective. Si aujourd'hui la Chine est Chine, c'est parce que Mao a vu la Chine 50 ans plus tard, plus loin. Donc au-delà même de sa propre vie, il avait déjà vu la Chine. Et quand les gens ont suivi ce schéma, eh bien, voilà les résultats. Voilà les résultats. Mais alors si vous avez des chefs qui ne voient qu'aujourd'hui, qu'ils veulent des choses seulement pour 2-3 mois ou une année, là où il y a un problème. Donc le travail constituant est un travail de long terme. Donc ça demande qu'on ait la tête froide, qu'on imagine des choses qui peuvent rester le plus longtemps possible parce qu'elles auront été bien pensées.
Bien pensé. Si c'est balayé au terme d'une génération, c'est que ce n'était pas bien pensé. Ça doit être quelque chose... Quand nos petits arrière-petits-enfants arriveront, ils liront, ils disent, mais on dirait que ces gens avaient bien vu loin. Ils avaient bien vu loin. Donc c'est ça qui nous est demandé. Alors, à ce jour, est-ce que nous avons une foi commune? Oui. Foi commune, ça veut dire... Le problème du Congo est assez compliqué. Il y a superposition des États, des ethnies sur les États préexistants et tout ça. Mais en même temps, pendant tout ce temps de 1885 à autres, il s'est créé une petite chose. Donc, un embryon, on pourrait appeler ça comme ça. Il y a un embryon de nation, très fragile, mais ça existe néanmoins. Aujourd'hui, quand un problème se pose dans le nord vers Ar ou là-bas, nous ici en Mbujimaï, nous nous sentons concernés. Donc ça, on ne peut pas nier cette réalité sociologique. Cette nation n'est pas encore totalement forte, n'a pas encore réussi à supprimer les communautés constituantes pour ne faire qu'une seule communauté, mais en réalité, il y a quand même quelques bribes de volonté d'aller de l'avant. Et donc, c'est en tenant compte de ce qui existe, de cette volonté qui manifeste le peuple d'aller de l'avant, qu'il faut inventer quelque chose qui nous pousse dans cette direction. Donc, nous avons une foi commune, oui, dans certaines valeurs. Je prends toujours un exemple simple que je vois souvent à Kinshasa. Les musiciens, par exemple, des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas de doctorat ou de licence comme nous, quand ils font quand ils créent des orchestres, ils sont le plus rationnels possible. Ils cherchent les meilleurs guitaristes, les meilleurs chanteurs, quelle que soit sa province d'origine, quelle que soit sa tribu. Donc les débats de la tribalité ne s'opposent en réalité que chez les politiciens. Et c'est ça qui pollue le reste du système. Quand nous faisons une équipe de football, nous cherchons les meilleurs joueurs à de bons postes. Nous ne nous demandons pas de quelle province ils viennent. S'ils sont bons, même s'ils sont tous. Je crois qu'à l'époque de l'entraîneur Mongo, ici, comment il s'appelait non, pour l'équipe nationale. J'ai oublié son nom. Ibenge. Mais on avait à peu près, sur 11 joueurs, on en avait 6 qui étaient de l'Équateur. Mais ils jouaient bien. Mais tout le monde applaudissait sur toute l'étendue de la République. Donc il y a ce sentiment national qu'on ne peut pas négliger, il est là. Dans des choses sérieuses, il y a une foi commune. Maintenant, cette foi commune n'a des difficultés que dans la gestion du pouvoir politique. C'est là qu'on commence à dire il n'y a qu'en politique ou dans des choses qui concernent un peu la gouvernance et tout ça. Mais dans les bas peuples ici, les gens se marient, toutes tribus confondues. Hein. Moi, je vois des mariages tous les samedis de toutes les tribus confondues. Donc, c'est quelque chose que sociologiquement, on peut observer. Peut-être que vous aurez un autre point de vue ou un complément, vous reviendrez. Puis, vous dites la durée. Là, vous m'avez demandé d'être franche. La durée du mandat est-elle longue, courte ou normale selon vous? Les 5 ans, c'est ça, hein? Moi, je vous dis que, justement, quittons la technique. Puisque la technique est au service de la conception. Pourquoi 5 ans? Pourquoi 7 ans? Pourquoi 9 ans? Il y a une partie de la métaphysique du droit constitutionnel dans les chiffres. Et le malheur, justement, du juriste congolais, c'est qu'il suit la numérologie des chiffres sans savoir à quoi ça correspond. Vous allez en Allemagne, la Cour constitutionnelle vous dit « j'ai besoin de 12 juges ». Chez nous, nous disons 9. Mais 9 symbolise quoi? Aucune explication. Lisez les travaux préparatoires. Mais ces gens qui ont créé leur constitution chez eux, le prototype, l'archétype est d'ordre métaphysique. Je pourrais même dire d'ordre mystique. Donc les chiffres ne sont pas mis comme ça. Alors, notre chiffre à nous correspond à quoi? Les 5 ans, ça veut dire quoi? Chiffre 5, ça correspond à quoi? En Amérique, on dit 4 ans. Pourquoi ils mettent 4 ans? Parce que ça fait un carré parfait, donc la stabilité. Donc, ils préfèrent un 4. Alors, vous dites, non, nous voulons 5 ans. Mais quand je vois le fonctionnement des institutions, je constate que la première année est perdue dans l'installation des institutions issues des élections. Et la dernière année est polluée par les débats de campagne électorale. En réalité, le chef de l'État au Congo n'a que 3 ans de mandat.
n'a que 3 ans de mandat. Que ce soit Kabila ou Tshisekedi, je constate que c'est la même chose. La première année, c'est des tractations pour trouver un premier ministre, des tractations pour être au gouvernement ou ne pas être au gouvernement. Donc ça lui prend une année comme ça de distraction. Et puis, dès qu'il commence à travailler, la dernière année, il doit organiser les élections. Et donc, l'année-là est polluée aussi par des débats politiques et tout ça. Et que donc, objectivement, moi, je penserais que 5 ans, c'est peu pour l'implémentation. Ce n'est pas seulement pour celui qui est là. Même vous, demain, si vous devenez chef de l'État, le temps de prendre le contrôle de la machine État qui est... Les gens qui sont dehors, ils ont toujours tendance à critiquer. Mais la machine étatique, c'est une machine lourde. La seule volonté ne permet pas de la démarrer ou de la bousculer. Je donne un exemple simple. J'ai dit, bon, je suis ministre de l'enseignement, je veux qu'il y ait de l'argent à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Ministre de l'enseignement. Ça, c'est ma volonté exprimée. Mais ça se fera peut-être sur 2 ans. Pourquoi? Parce que je dois avoir des arbitrages avec 2 de mes collègues. Le collègue du budget et le collègue des finances. Si nous ne nous entendons pas, il faut qu'on passe chez le Premier ministre pour un arbitrage entre nous 3. L'homme du budget vous dira toujours, dans mon assiette, là, je n'ai pas de l'argent pour ces choses-là. J'ai trop de choses à faire, il y a la guerre, il y a ceci. L'enseignement en Mbuji-Mayi, il ne sait pas attendre. Or, vous avez déjà dit, je veux faire ça. Donc, c'est une machine plus lourde que vous ne croyez. Donc, compte tenu des moyens à votre disposition, des budgets qui sont prédéfinis, c'est une bagarre totale et donc il faut faire de la politique. Allez voir le chef de l'État le soir, lui dit non, insistez un peu pour qu'on mette quand même le budget là de Mbuji-Mayi. Alors le chef appelle le ministre du budget, bon, trouvez dans votre cagnotte là, au lieu de 100%, donnez d'abord 20%. C'est des négociations. Et par conséquent, sur terrain, le temps passe et les gens disent incompétence. L'homme qui écrit dans les compétences dans les réseaux sociaux, c'est de l'incompétence. Comment il traîne comme ça, il y a 2 ans, il n'a rien fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est le prendre lui-même et dire, bon, fais-le alors. Il va se rendre compte que c'est le même problème. L'homme de finance va lui dire, moi, je n'ai des recettes que vers le mois de mars. C'est parce que là, à cette époque, on paye les hyper et tout, c'est là que j'ai l'argent. Donc dès qu'on est vers janvier, tout ça là, il n'y a rien pour lui. Il faut attendre mars, avril, mai, juin pour que lui commence à financer. C'est des réalités de gestion. Alors, quand on critique l'État, il faut d'abord connaître comment l'État fonctionne. Ça va qu'on fonctionne. Donc c'est un peu plus lourd. Excusez-moi de prendre beaucoup de temps, mais le droit constitutionnel est comme cela. Alors je prends Maître Tchekola. Il me parle de la reconnaissance internationale des États. Évidemment, l'État dont on parle et dont vous parlez, qui a une des conditions qui est la reconnaissance internationale, c'est l'État westphalien. Westphalie, c'est en 1648, en Allemagne. C'est là qu'on définit les conditions, les critères d'existence de l'État. Mais les États dont nous parlons sont antérieurs à Westphalie. Le Royaume Congo, l'Empire Luba, l'Empire Lunda, avant Westphalie. Et puis, même en droit international actuel, la reconnaissance internationale n'est pas définie. On vous dit quels sont les États qui doivent reconnaître ou ne pas reconnaître. L'État palestinien est reconnu par quelques États, donc ça existe. Mais les États européens ne le reconnaissent pas. Donc, du point de vue de ces critères-là, l'État existe avec ou sans votre reconnaissance. Et concernant nos peuples à nous, est-ce que vous êtes sûr que l'Empire Luba n'était pas reconnu par l'Empire Lunda, par exemple? Parce que déjà, la reine Rouège a dû faire des princes, un mariage avec un prince Luba qui a engendré les gens qui sont dans le Bandundu qu'on appelle les gens de Kasongolunda, les Bayaka. Parce que les Bayaka, c'est un mélange entre les Baluba et les Rund. Voilà pourquoi il s'appelle Mutombo, Ilunga et tout ça là-bas. À Kasongolunda, ici dans le Bandundu. Alors, y avait-il reconnaissance d'État ou non? Moi, j'ai dit oui, il y avait reconnaissance. Parce que les États se reconnaissaient. Bon, oui, M. Chilumba, je lui avais déjà un peu répondu, un peu en passant. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Changement de constitution ou changer de constitution? C'est une question de sémantique d'abord. Ce qu'on appelle la modification de la constitution, on peut l'appeler aussi changer la constitution. On peut changer la constitution, on peut réviser la constitution, c'est la même chose. Mais quand vous dites changer de constitution, ça veut dire changer d'ordre politique et institutionnel déjà installé. Vous dites autre chose. Changer de constitution, c'est changer de république, d'ordre politique, changer d'ordre constitutionnel. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est mieux?
Moi, je vous ai déjà donné mon point de vue. Je veux une réflexion totale, radicale, sur un type d'institution qui corresponde à notre façon de voir les choses et de gérer les choses. Et si nous n'arrivons pas à le faire, pourquoi? Donc, moi, je suis dans ça. Je reste plutôt académique. Mais maintenant, sur terrain, le tabou, ce qui chagrine les gens dans le changement de la Constitution, je crois que c'est le nombre et la durée des mandats du chef de l'État. Il n'y a que ça. Disons les choses simplement, c'est ça. On veut dire non, chacun ne peut pas avoir un troisième mandat. Mais ça ne peut pas être un argument scientifique, c'est plutôt un argument politique. Les scientifiques n'est pas interdit de réflexion parce que dans la Constitution, il n'y a pas que le chef de l'État comme institution. Non. Nous avons d'autres institutions. Est-ce que nous gardons le Parlement dans la configuration actuelle de 500 membres ou nous faisons par exemple un député par territoire, avoir 145 députés, ce qui nous donne la possibilité de payer moins de gens et donc d'alléger la machine étatique. Est-ce que nous supprimons ça? Tout ça, on peut réfléchir, ça ne concerne pas seulement le mandat du président. Ça ne concerne pas seulement le mandat. Et donc, le malheur du droit constitutionnel, c'est un droit qui sent la poudre. Et donc, il y a toujours un tabou, un anathème qui est frappé sur celui qui veut penser librement. On lui traite, on dit non, il veut que le pouvoir reste. Mais en ce moment, à quel moment nous allons réfléchir? Parce qu'après, c'est qu'il y aura un autre président. Ce ne sera toujours pas le temps de réfléchir. Après celui-là, il y aura un autre, et on n'aura toujours pas le temps de réfléchir. Alors, on réfléchira quand? Donc, on ne réfléchira jamais, il faut laisser ça comme ça. Non. Alors, je pense que ce qui est bien pour moi, c'est de changer la Constitution, mais la changer pour changer la conception du pouvoir, le fonctionnement des institutions, et même créer des institutions qui correspondent à ce que nous voulons. Pas seulement copier-coller, parce que là-bas, il y a un Sénat, nous aussi, nous mettons un Sénat. Mais le Sénat est là-bas pour représenter les entités qui constituent l'État. Contrôler une loi de révision qui ne correspond pas aux normes de fond et de forme et tout ça. Alors, M. Mukendi, qui est à la télé, lui me dit est-ce que le changement n'est pas une question plutôt politique que scientifique? Bon, c'est peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que l'objet. Quel est l'objet principal du droit constitutionnel? C'est le pouvoir politique. Donc, je ne sais pas, il a une appréhension avec le mot politique. Le politique ici est entendu comme l'instance qui gère la cité. Donc un scientifique ne peut pas avoir peur de parler de la politique. Parce que la gestion de la cité, faire une conférence, planter le maïs, mais c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas seulement être au gouvernement. Tout ce qu'on fait ici est politique. On gère la cité, donc c'est politique. Donc la science n'a aucun conflit avec la politique. Par contre, il dit un membre de l'association congolaise de droit constitutionnel s'est retiré, tout ça, mais là, il est dans une question plutôt personnelle. Donc, si une déclaration d'une association engage tous les membres par les organes statutaires de membres, une déclaration à côté d'un autre membre relève de sa liberté académique. C'est la liberté de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, je ne vois pas une question purement intellectuelle là-dedans. C'est une question ordinaire. Alors, professeur Kabeya Badiambouji, lui, me pose une dernière question. Quelles sont les institutions qu'on peut supprimer de la Constitution? Si un jour on doit y penser, moi personnellement, je ne le dis pas aujourd'hui, c'est peut-être, nous avons un problème sérieux. Nous sommes devant un peuple qui ne lit pas, mais qui donne des opinions quand la question se pose. Alors, bon, Bouchab utilise un terme, il dit ce sont des constitutionnalistes de dimanche. C'est juste quand le problème se pose qu'il commence à réfléchir. Il dit non, c'est mauvais, c'est bon. Mais il ne lit pas ce qui a été écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les gens ont réfléchi avant même que tous ces problèmes ne se posent. Si vous lisez par exemple la Constitution, un projet à refaire de feu professeur Moukadi Boni. Moukadi Boni écrit ça en 2005, avant le référendum. Tout ce que vous dites, tout ce qu'on discute ici se retrouve là-dedans. Commencez par lire ça. Vous verrez qu'il avait déjà dit que c'est une constitution mauvaise, il faut changer tout. Il a écrit en 2005. Alors, il faut lire pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, il ne faut pas croire que c'est un débat nouveau créé en 2024. Non. Parce que déjà en 2005, lors du référendum, une grande frange de la population avait voté contre. Mais les raisons de ceux qui avaient voté contre sont consignées dans des écrits.
Commencez par le lire. Ce n'est pas parce que la Constitution a été votée à 51% que les 49% d'autres Congolais, là, c'est des quantités négligeables. Il faut connaître pourquoi ils ont dit non. Déjà, le professeur tout à l'heure vous a dit que non, Kasaï central se retrouve dans des conditions alphabétiquement compliquées. C'est-à-dire, on a dit que tout ça, c'était bien. On a écrit là-bas que non, le président de la République n'a pas autre chose à faire qu'inaugurer les chrysanthèmes, tenir le discours à l'état de la nation et tout ça. Alors que du point de vue de la technique juridique, ça pose un problème politique. Le problème politique, il est le suivant. En droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique politique. Plus votre base de légitimité est large, plus vous devez avoir le pouvoir correspondant. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un au suffrage universel direct et lui confier moins de pouvoir par rapport à celui qui est nommé. Du point de vue de la technique constitutionnelle, ça n'a aucun sens. Comment un Premier ministre qui jouit du pouvoir réglementaire général peut avoir plus de pouvoir que le président de la République élu au suffrage universel direct, lui qui est simplement nommé, a tout le pouvoir. Et il n'y a que le pouvoir qui lui échappe, qu'ils sont donnés au président de la République, soit avec le contre-seing du même Premier ministre. Donc, alors, pourquoi l'élire alors au suffrage universel direct s'il faut l'enchaîner après? Alors, pourquoi on ne le met pas carrément qu'il soit élu au second degré, comme en 1960? En ce moment-là, sa base de légitimité étant mince, il peut se contenter d'avoir 2-3 pouvoirs. Tout homme dans ce costume-là, même vous, si vous êtes élu, vous avez l'onction du suffrage universel direct. On ne peut pas vous dire ne faites rien. D'abord, c'est illogique. Si on vous dit de ne rien faire, comment vous allez rendre compte à la population qui vous a choisi? Parce que vous êtes le seul à être choisi par tout le peuple sur toute l'étendue de la République. Mais votre constitution dit non, non, non. Là-bas, pour nommer les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, pour déclarer la guerre sur proposition du Conseil supérieur de la défense et proposition du Conseil des ministres. Et ensuite, pour déclarer la guerre, les 2 chambres du Parlement. Donc, vous voyez les sortes de choses qui le tiennent au bras, même quand il dit moindre escarmouche, je vais le faire. Mais quand je regarde le processus constitutionnel pour y arriver, ça peut lui prendre 8 mois. Ça peut lui prendre 8 mois. Il faut qu'il convainque les députés, les sénateurs d'accepter, de déclarer la guerre. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Voilà les quelques éléments. Alors, les choses à supprimer, personnellement, je vous dis, le Sénat, il faut oublier. Il faut oublier, je n'en vois pas la nécessité, sinon l'alourdissement du travail législatif, ça prend des délais. Dans un pays sous-développé, on ne peut pas se payer le luxe de faire des navettes de textes entre des chambres. Ça prend du temps. Si vous voulez une loi, vous prenez 8 mois, 1 année pour l'avoir. C'est un luxe. Les assemblées provinciales, quand j'ai fait le bilan des 18 dernières années, ça a passé plus de temps à chasser le gouverneur qu'à travailler. Donc, si on évalue en termes quantitatifs le nombre des édits dans chaque province, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas travaillé. Alors, 18 ans après, c'est le moment de supprimer ça. Ouais, on peut supprimer et permettre au chef de l'État de nommer directement des gouverneurs qui seront contrôlés par la Cour de comptes, l'inspection générale des finances et tout ça, et rendre leur compte au président de la République et au gouvernement. Donc, il y a moyen d'aller vite et de fonctionner. Ils peuvent travailler sur un programme. Parce que la conséquence, c'est que le gouverneur passe son temps à vouloir rassurer son siège plutôt qu'à travailler. Dans toutes les provinces, dès que vous êtes gouverneur, les députés vous disent, si vous ne donnez pas l'argent, vous quittez demain. Alors, vous êtes obligé de trouver l'argent pour les corrompre, au lieu de trouver l'argent pour faire des projets de développement. Et donc, ça tourne en rond. Déjà, chez nous, ici à Mbuji-Mayi, je crois qu'on en est au moins à 5-6 motions de censure depuis 2018. Ah oui. Donc, même ceux qui sont là, c'est sûr qu'ils ne vont pas trop traîner. Donc, oui, mais parce que, comme il n'y a pas assez à manger, les députés vont dire, mais lui, il mange seul, nous, on n'a pas mangé, allez, on le met dehors. Alors, c'est un cercle vicieux. Mais entre-temps, nous rigolons, mais c'est le développement qui paye.
Alors, il y en a qui me disent, mais quel est le rapport y a-t-il entre la Constitution et le développement? Mais ils ne comprennent rien. C'est les institutions qui font le développement. Si vous n'inventez pas de constitution qui vous amène au développement, ben, vous n'aurez pas. Si ce sont des institutions chronophages, comme nous les avons là, non, on fait une loi, on l'adopte déjà, difficilement 6 mois après, on envoie au Sénat, ça fait encore 3 mois, 4 mois là-bas, les temps que les chefs d'État promulguent, c'est-à-dire que vous perdez le temps pour vous développer. Vous perdez du temps. Voilà les quelques éléments de réponse. Hein. Ce n'est pas une parole d'évangile, mais quelques éléments de réponse. Mais comme on le sait, il ne faut pas avoir peur. Le droit constitutionnel sans la poudre. Vous ne pouvez pas parler des droits constitutionnels sans être taxé d'être processé ou contre cela. Mais il faut avoir le courage de ses opinions. Si un scientifique n'a pas de courage de ses opinions, ça n'en est pas un. Donc il doit avoir ses opinions, on le défend. Voilà. Je crois avoir donné quelques éléments de réponse. Je crois avoir pris trop de temps. Non, non.